Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Environnement. Nature. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être déjà là malgré l'heure matinale et pour certains d'entre vous d'être revenus, ce qui prouve que la première journée du colloque ne vous a pas trop déçus. L'un des aspects de la mondialisation, c'est que, en dehors des pays européens et de l'Amérique qui sont les principaux vecteurs de l'innovation scientifique depuis des siècles, en dehors du Japon également, d'autres pays se lancent dans l'innovation. Alors il y a des retards, par exemple l'Afrique sahélienne qui prend énormément de retard, ou des régions comme le Congo et autres pour diverses raisons. Il y a des exemples très connus, comme l'Inde et la Chine. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver un collègue capable de nous expliquer quels étaient les changements fondamentaux intervenus en Chine, en dehors du fait que maintenant il y a beaucoup d'argent en Chine et que l'argent permet de faire beaucoup de choses. Mais il y a également des pays plus proches de nous, comme les pays du Maghreb. Et la question de la mondialisation se pose là de deux façons. D'une façon qui est immorale, il faut le dire, c'est ce qu'on appelle le brain drain, c'est-à-dire le fait que les grands établissements de recherche, y compris nous-mêmes, cherchons à attirer les meilleurs cerveaux de ces pays, et donc nous les privons d'une intelligence et d'une ressource s'ils ne retournent pas dans ces pays. Un certain nombre retournent, et à ce moment-là, nous avons aussi intérêt à coopérer avec ces pays, au nom de la morale, bien entendu, mais aussi parce que, vous le savez, ces pays sont riches en intelligence et que les salaires parfois sont un peu plus bas qu'en France, et donc c'est bien utile. Ce sont des problèmes très complexes. Quand on est devant la réalité des faits, on ne peut pas juger en bon ou mauvais, en moral ou amoral. Les décisions que l'on doit prendre sont difficiles, mais en tout cas, il est clair que la coopération internationale peut être fructueuse pour les deux pays. Et nous avons choisi pour ce premier exposé deux exemples. L'un sur l'Inde, qui sera confié à M. Fontcave, qui est professeur au Collège de France, et l'autre sur le Maghreb, qui a été confié à M. Divage, qui aurait également pu parler de l'Inde, puisqu'il a beaucoup travaillé avec les laboratoires indiens. Je vous donne la parole. Merci Gérard. Donc Gérard Fussman m'a demandé de dire quelques mots de mon expérience personnelle de la coopération avec certains pays émergents et de dire aussi quels enseignements j'en ai tirés. Je ne suis pas un spécialiste des questions de la mondialisation de la recherche, mais je suis tout de même très heureux aujourd'hui de dire l'importance, de dire quelques messages sur la coopération, en particulier avec l'Inde. L'Inde, bien sûr, parce que, de mon point de vue, et sans aucun doute, sera l'un des grands acteurs de la recherche et de la technologie de demain. Alors, effectivement, la mondialisation a fait rentrer les grands pays émergents, au premier rang desquels on trouve la Chine et l'Inde, soit plus de 2 milliards d'habitants, dans un processus de développement économique, technologique et social sans précédent, et a considérablement bouleversé les équilibres et les rapports de force anciens.
il y a beaucoup de discussions sur cette question de la mondialisation, mais je crois qu'il faut se réjouir de ce mouvement, car cela se traduit par un recul progressif de la misère dans certains de ces pays, même si ce mouvement est encore très hétérogène et très inégalitaire, puisqu'on est quand même dans un monde où la moitié de la population est encore en dessous de 2 dollars par jour. Mais ces évolutions, enfin on pourrait parler même de révolution, soulèvent en particulier dans le monde occidental des interrogations et des inquiétudes multiples, vous le savez. Sur le plan scientifique, ce sont des inquiétudes sur l'impact de ce développement économique sur l'environnement, les problèmes de pollution, les problèmes de production de gaz à effet de serre, etc. Et sur la consommation accrue des ressources énergétiques et la consommation des matières premières, qui sont de façon évidente, on en est de plus en plus conscient, même si c'est peut-être pas encore assez, en quantité limitée. Et puis sur le plan économique, ce sont les inquiétudes sur la compétition qui est exercée par ces pays, qui s'appuient sur un marché interne énorme, sur une ressource humaine immense et bon marché, Gérard Fussman l'a signalé tout à l'heure, et une capacité exportatrice qui est croissante. Finalement, ce sont des inquiétudes sur une sorte de décentrage du monde qui en découle et dont la plus peut-être frappante et inquiétante manifestation est ce phénomène de délocalisation de nos activités économiques qui pèse évidemment sur nos emplois et nos salaires. Alors que l'économie soit de plus en plus mondialisée, que les échanges s'accroissent et se diversifient, et que les acteurs de ce mouvement soient de plus en plus nombreux, bon, ce n'est pas nouveau, que les révolutions technologiques de la fin du XXe siècle, en particulier dans les technologies de l'information et de la communication, et considérablement accéléré le phénomène, c'est évident. Ce que je voudrais dire ici, c'est que pour moi, enfin, la grande nouveauté, et qui est peut-être insuffisamment prise en compte et analysée, en tout cas on commence à peine, c'est que ces pays qu'on appelle émergents, je ne sais pas s'ils apprécient eux-mêmes ce terme, ne sont plus seulement des espaces potentiels de consommation de masse et de travail à bon marché. La grande nouveauté, c'est que ces pays ont compris que le potentiel de croissance de leurs économies dépendait avant tout de leur capacité propre à former au plus haut niveau, à la recherche et par la recherche, les talents de leur jeunesse, à les retenir sur le territoire national et à les mobiliser autour d'objectifs de plus en plus ambitieux de recherche, de développement scientifique et de technologie. Donc, misant avant tout sur la matière grise, ces pays ont engagé au cours de ces dernières années des efforts sans précédent en matière d'enseignement supérieur et de recherche, de formation des élites à l'innovation technologique. De sorte que, effectivement, nous pouvons logiquement être inquiets, car, en effet, les délocalisations ne concernent plus seulement les activités subalternes, utilisant une main-d'œuvre peu qualifiée et des tâches à faible valeur ajoutée liées à des technologies anciennes, mais s'étendent de plus en plus à des activités innovantes, à fort contenu scientifique, dans les domaines, par exemple, de l'informatique, de l'environnement, de l'énergie, de la médecine, on en a parlé hier, des biotechnologies. Voilà, alors nous avons ici, en France et ailleurs, vécu longtemps avec cette idée de moins en moins justifiée, d'une certaine façon de plus en plus arrogante, que notre capacité d'innovation, en raison de l'excellence de nos enseignants, de l'excellence de nos chercheurs et ingénieurs, de la qualité de nos infrastructures, était bien supérieure à celle des pays dits du Sud ou de l'Est. Peut-être vous vous souvenez de la suffisance avec laquelle, il n'y a pas si longtemps, à l'occasion du premier choc pétrolier, nous déclarions fièrement « Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées ». Eh bien, il faut se rendre à l'évidence, nous n'avons toujours pas de pétrole,
Mais nous ne sommes plus les seuls à avoir des idées et des capacités à les exploiter en application concrète au bénéfice du développement économique et social. Voilà la nouveauté pour moi. Il s'agit d'un changement radical, irréversible, et donc il va falloir s'adapter. Et une des réponses, je vais en parler un peu, cette réponse, ce sont de nouvelles coopérations, de nouveaux modes de coopération. Alors, pour être plus concret, je voudrais illustrer, donc, comme on l'a dit, mon propos en discutant le cas très particulier de l'Inde, cet immense pays dont on parle si peu ici et qui nous est donc si étranger. J'ai toujours trouvé frappant de voir à quel point, malgré certains efforts, l'Inde et la France, pour l'essentiel, s'ignorent. D'ailleurs, ceci montre bien combien est relative la perception que chacun a de la centralité, de l'importance, du poids de son pays dans le concert international, du prestige de ses propres valeurs. J'ai eu cette occasion de maintes fois ouvrir des quotidiens indiens. Avec un peu de chance, vous y trouverez les résultats du championnat de France de football comme seule preuve de l'existence de la France. Il y a le portrait de Carla Bruni. Ah, il y a le portrait de Carla Bruni, oui, peut-être. J'étais pas dans la page People, je suis allé directement... C'est en première page. Ah, bon. Alors c'est la même chose de notre côté. Faites l'exercice aussi, dans les 15 jours qui viennent, regardez les journaux et les journaux télévisés et vous m'appelez quand vous avez une information sur l'Inde. Et puis aussi, là j'ai fait l'exercice très récemment, rentrer dans une grande librairie et demander à voir les ouvrages consacrés au développement économique, social, culturel de l'Inde contemporaine. Bon, il n'y en a pratiquement pas, ça se compte sur les doigts de la main, alors que, évidemment, les étagères sont remplies d'analyses et d'études sur la Chine. Sans doute la Chine nous effraie davantage, et l'Inde nous apparaît toujours, et comme d'habitude, comme acteur de l'économie mondialisée, beaucoup moins solide et donc beaucoup moins inquiétante. Alors, si j'ai choisi de dire quelques mots sur l'Inde, c'est bien en raison de la fabuleuse croissance économique récente de ce pays, qui concerne, donc, je l'ai dit, plus d'1 milliard d'habitants, et une des caractéristiques importantes, c'est que dont la moitié, plus de la moitié, a moins de 30 ans, et qui se traduit par des transformations étonnantes de la société indienne que j'ai pu constater dans les 10 ans que j'ai passés récemment. Mais aussi parce que, personnellement, c'est un pays que j'aime, qui me fascine depuis longtemps et que, j'ose le dire, je connais assez bien. J'y ai fait quelques visites et séjours chaque année, plusieurs chaque année pendant les 10 dernières années. La première fois, ce fut en 99, lorsque j'étais conseiller scientifique de Vincent Courtillot, et il était directeur de la recherche, et j'avais été chargé d'une mission d'exploration pour la création de laboratoires franco-indiens en chimie. La chimie est ma spécialité. Alors bon, en passant, j'en profite pour dire que cette action fut productive, puisqu'il existe aujourd'hui un centre franco-indien de synthèse organique qui est très actif, avec beaucoup d'échanges entre les Français et les Indiens, d'étudiants en particulier, dont l'idée vit le jour en 1999 à Bangalore au cours de cette mission. Et à cette époque, d'autres coopérations ont été mises en place. Il y avait une attitude assez, pas agressive, mais assez enthousiaste de la France et de l'Inde pour aller dans ce sens. Je pense à la création de la cellule franco-indienne de recherche en sciences de l'eau, c'est créé en 2000 et qui existe encore, ou le Centre franco-indien de photonique avancée en 2002. Donc Claude Allègre, qui était alors ministre en charge de la recherche et de la technologie, avait à cette époque fort justement noté la faiblesse de notre coopération scientifique avec l'Inde en particulier, et affiché comme une priorité de sa politique internationale une montée en puissance de cette coopération. Bon, je dois dire que depuis, le ballon s'est relativement dégonflé. J'en redirai quelques mots.
Une autre chose, pendant 4 ans, j'ai été, et je le cite parce que ça peut être utile à ceux qui veulent développer des coopérations avec l'Inde, j'ai été pendant 4 ans membre du conseil scientifique du CEFIPRA. Alors CEFIPRA, c'est le Centre franco-indien pour la promotion de la recherche avancée. C'est un organisme qui existe, qui marche bien, qui est très efficace, malheureusement de moins en moins doté, et qui soutient des projets bilatéraux de recherche entre laboratoires indiens et un laboratoire français. Ça fonctionne encore. Je vous invite, enfin ceux qui ont des projets avec les Indiens, de contacter les gens du CEFIPRA. Ça marche très bien. Donc, à cette occasion, pendant ces 4 ans, j'ai eu l'opportunité de visiter la grande majorité des grands centres de recherche indiens, et en particulier les Indian Institute of Science, les Indian Institute of Technology, qui sont à Delhi, à Bombay, à Bangalore, à Hyderabad, à Chennai, etc. Et puis l'année dernière, en 2009, j'ai eu l'honneur d'être invité sur la chaire Raman, du nom du prix Nobel indien, par l'Académie des sciences de Bangalore, où j'ai passé quelques mois. Voilà, donc toutes ces expériences, ces années m'ont permis de rencontrer des professeurs et des chercheurs indiens absolument fascinants, brillants, ouverts sur le monde, ambitieux, et puis de vraiment prendre la mesure de la révolution scientifique et technologique dont je parle aujourd'hui. Alors l'Inde, c'est un pays qui est immense et compliqué à appréhender. C'est un pays essentiellement d'immenses contrastes. D'un côté, en queue du classement des PIB dans le monde, rapporté au nombre d'habitants, ça varie entre la 125e et la 128e place. L'Inde est caractérisée par une population qui est rurale à 70%, et qui est au moins un tiers sous le seuil de pauvreté, une espérance de vie en moyenne de 64 ans, plusieurs centaines de millions d'illettrés, un taux d'alphabétisation à peine de 60%, et de très sérieux problèmes d'infrastructure et d'équipement. En même temps, l'Inde est au 6e rang mondial pour le nombre de milliardaires. C'est une puissance nucléaire. Des secteurs économiques comme l'automobile aujourd'hui, l'acier, l'informatique, la médecine, les biotechnologies sont en pleine croissance, en pleine modernisation, et deviennent en effet compétitifs à l'échelle internationale. Donc pays de contraste aussi entre d'une part une éducation de masse très déficiente au niveau de l'école en particulier, et d'autre part un enseignement supérieur hyper élitiste, soutenu agressivement par tous les gouvernements, avec chaque année actuellement quelque chose comme 2,5 millions de diplômés du supérieur, dont environ 500 000 ingénieurs ou équivalents et 20 000 docteurs. Et le gouvernement actuel a annoncé pour les années 2015-2020 des objectifs probablement trop ambitieux et assez difficiles à atteindre, mais de 5 millions de diplômés du supérieur, 1,4 million d'ingénieurs, 50 000 docteurs, tout ça dans 800 universités et 1500 institutions de recherche. Donc une masse critique absolument considérable, et évidemment avec un effort tout particulier dans cette politique élitiste en direction des Indian Institute of Science et Indian Institute of Technology, qui, il faut le dire, mettent en œuvre des taux de sélection à l'entrée qui sont de l'ordre de 1%. D'ailleurs, ça explique pourquoi dans les classements, l'Inde apparaît assez souvent derrière 2 autres pays qui sont en pleine activité, qui évidemment, il s'agit de la Chine, mais aussi du Brésil. Mais du point de vue de la qualité des institutions de recherche, les classements montrent que grâce à ces Indian Institute of Science and Technology, l'Inde est devant le Brésil et la Chine. Et le gouvernement d'ailleurs a annoncé la création de 8 nouveaux Indian Institute of Technology. Alors cette politique évidemment passe par des budgets de recherche et de développement qui sont en croissance impressionnante, pour passer de 1% à 3% du PIB. Par exemple, le budget 2010 est en augmentation de 18% par rapport à celui de 2009.
Alors je crois que nous n'avons pas pleinement conscience, en tout cas en ce qui concerne l'Inde, de ces évolutions, et nous continuons à voir l'Inde voilà, comme un pays encore insuffisamment développé, ce qu'il n'est évidemment plus. Alors, je disais au tout début que le processus de mondialisation n'était pas nouveau, et alors bien sûr, mais ça a déjà été dit hier à plusieurs reprises, c'est particulièrement vrai en ce qui concerne la science, qui ne doit depuis longtemps son épanouissement qu'à la mise en place d'échanges, de collaboration à travers le monde, qui est la seule façon de fédérer des compétences différentes et complémentaires. Ces échanges et ces collaborations sont mises en place également pour les applications pratiques, malgré les problèmes généraux de propriété intellectuelle, de brevets, etc. Mais on voit ces collaborations s'installer, y compris dans les applications et dans la recherche appliquée. Et c'est cette façon qui va nous permettre, je crois, de résoudre des très très grands problèmes comme ceux de l'énergie, de l'environnement, de la santé à l'échelle de la planète. Donc d'une certaine façon, la complexité extrême de tous ces sujets de recherche, de tous ces domaines de recherche, nécessite d'une part toujours plus de pluridisciplinarité et d'autre part de coopération. Bon, la science est donc par nature et par nécessité mondialisée, et son espace est en train de grandir comme jamais avec l'arrivée de l'Inde, de la Chine, mais aussi des pays dont il faut parler, je l'ai dit, le Brésil, la Corée, comme producteurs de connaissances. L'Inde est devenue le 13e producteur de connaissances scientifiques dans le monde, avec une croissance qui est supérieure à la croissance mondiale, mais dans ce cas-là, inférieure à la Chine. Alors ce que j'ai pu observer au cours de mes visites, au cours des 10 dernières années, c'est objectivement un véritable désir des laboratoires indiens de diversifier leur collaboration, de mettre un terme au tropisme anglo-saxon historique qui les attire naturellement vers les États-Unis et l'Angleterre et la Grande-Bretagne, et puis de rechercher de nouvelles collaborations en Bretagne, en Europe. Et ça se traduit, je crois que tous les labos français en ont l'expérience, par une sollicitation croissante de nos laboratoires par des étudiants indiens qui aspirent à venir en France faire une thèse, un postdoc, suivre des enseignements universitaires. Et également, on voit s'exprimer une volonté très forte des grands centres de recherche, des grands campus indiens, d'attirer sur leur sol des centres de recherche de grandes entreprises étrangères. Et ça, c'est évidemment une opportunité de créer avec l'Inde de nouveaux liens en particulier personnels, dont dépendent finalement tant l'ouverture du marché indien aux produits français. Alors, intérêt croissant, mais dont l'impact est malheureusement limité, et pour les raisons suivantes que je voudrais discuter rapidement avant de conclure. Bon, tout d'abord, et ça j'ai déjà évoqué en filigrane, on ne croit pas vraiment, même dans les plus hautes sphères de l'État et du monde économique français, au décollage de l'Inde et à l'importance de la coopération franco-indienne. Ça, c'est assez général. Bon, la deuxième contrainte, il faut en parler quand même, c'est celle de la langue, même si des progrès sont évidents. La pratique de l'anglais, la langue de la mondialisation, confère aux Indiens, et en particulier aux élites indiennes, un rapport au monde qui est unique, qui est direct, qui est privilégié, et vous en ferez l'expérience si vous allez en Inde, dans toutes les grandes institutions, IIS, IIT, Indian Institute of Science Technology, les cours sont dispensés en anglais. À l'inverse, on a un problème puisque dans nos universités, c'est très très rare qu'on dispense des cours en anglais, et l'anglais, même s'il y a eu de grands progrès, est peu pratiqué dans nos laboratoires, même les plus réputés. Et on comprend dans ces conditions qu'un chercheur ou un étudiant recherche d'abord des débouchés aux États-Unis et en Angleterre. Donc ça pose vraiment la question très générale, et il faudra s'y pencher, sur l'utilisation de l'anglais pour la communication et même l'enseignement scientifique. Et peut-être le Collège de France n'échappe pas à cette réflexion. En troisième lieu, le problème de la science indienne, bon, je vous l'ai dit, c'est de moins en moins le niveau et la qualité de la formation de ces élites,
Mais c'est dans l'insuffisante efficacité, dans la transition entre résultats fondamentaux et applications technologiques industrielles. Il y a une récente étude scientométrique qui vient d'être publiée le mois dernier qui montre même un recul de l'Inde par rapport au Brésil et à la Chine du point de vue de sa capacité à créer et diffuser de nouvelles technologies. Bon, est-ce que c'est un point d'appui pour nous? Non, malheureusement, parce que la France est confrontée à certaines difficultés aussi, notamment dans les nouvelles technologies, et n'apparaît pas obligatoirement comme l'interlocuteur privilégié pour résoudre ce problème si on compare au Japon, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, bien sûr, mais aussi à des pays comme l'Allemagne en Europe. Voilà, malgré tout, il reste encore, et ça c'est très clair, cette très très forte visibilité de notre système de formation des ingénieurs à travers le réseau unique de nos écoles. Et je voudrais citer un partenariat qui est vraiment très intéressant, mais malheureusement qui n'est pas encore signé entre le gouvernement français et le gouvernement indien, mais ça va se faire, j'espère, de la France dans la création de l'Indian Institute of Technology du Rajasthan, qui est un des nouveaux instituts. Et à travers la contribution de professeurs de grandes écoles d'ingénieurs et le soutien financier d'entreprises françaises, des filières franco-indiennes d'ingénieurs vont être mises en place, notamment dans le secteur des énergies renouvelables et de l'électronique pour la santé. Autre problème, et ça c'est très important, c'est peut-être un effort qui n'est pas si compliqué à faire, nos établissements universitaires de recherche souffrent d'une incapacité chronique, alors est-ce que c'est culturel, je ne sais pas, à promouvoir avec les outils modernes de la communication et de l'information leurs enseignements et leur production scientifique. Ce point est revenu souvent dans mes discussions avec les collègues indiens. Au fond, ce que recherchent naturellement les chercheurs et les étudiants indiens, ce sont les lieux d'excellence. Et il leur est malheureusement très difficile de savoir s'ils existent en France et où. Là encore, d'autres pays ont mieux compris l'importance de cet effort de promotion. Anecdotique, mais finalement, et d'ailleurs on en parle de plus en plus, pas tant que ça, et si révélateur de l'écart culturel qu'il y a entre nos deux pays, l'argument de la gratuité de notre enseignement, dont nous sommes si fiers, est, du point de vue des Indiens, avec qui j'en ai parlé, véritablement contre-productif. En gros, l'excellence ne peut pas être gratuite. Enfin, et je termine là-dessus, la collaboration scientifique, la montée en puissance de nos partenariats sous-entendrait, de notre part, la mise en œuvre d'une politique très très volontariste en matière d'accueil d'étudiants et de chercheurs étrangers. Et là, franchement, nous sommes très loin du compte, comme en atteste la faiblesse de nos financements associés à la politique de coopération internationale et la relative médiocrité des conditions d'accueil de nos partenaires étrangers. Alors, je profite de cette tribune pour dire et redire, je le fais quand j'en ai l'occasion, ma conviction que malgré tous nos plans campus, nos initiatives d'excellence, notre grand emprunt, nos presses, etc., la recherche française ne jouira d'une visibilité accrue que si toutes ces opérations sont accompagnées d'une politique vraiment originale, nouvelle, ambitieuse en matière de ressources humaines, et qui passe en particulier, mais évidemment pas seulement, par une ouverture franche aux tout meilleurs chercheurs et étudiants étrangers à travers tout un tas de mécanismes, des bourses nombreuses, attractives, enfin, etc., etc. Et là encore, on est très loin. Voilà, donc je conclus, il n'est pas trop tard pour résoudre toutes ces contraintes. L'Inde, en tout cas moi j'en suis convaincu, sera l'une des grandes nations scientifiques et technologiques du XXIe siècle. Elle viendra peut-être un peu plus tard que la Chine, mais elle viendra. Donc elle doit constituer un axe prioritaire de nos futures politiques de coopération et objectivement, il y a de la place car vraiment, je l'ai dit et je le redis, tout indique que l'Inde souhaite ces coopérations. Bon, mon espoir, c'est, je crois, dans nos nouveaux établissements universitaires, avec leurs compétences élargies, avec leur autonomie accrue. Je crois que c'est là, et sans attendre obligatoirement de programmes nationaux de coopération, que se prendront les initiatives les plus adaptées à ce nouveau défi de la mondialisation. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie beaucoup, mon cher collègue.
Moi qui craignais un peu qu'après mon départ proche du collège, l'Inde ne soit pas très bien représentée dans nos enseignements, je vois que l'Inde trouvera en vous un avocat très éloquent. Je voudrais ajouter 2 choses qui sont caractéristiques. Quand on regarde les universités indiennes qui sont extrêmement chères, une année d'études dans un collège, pas dans un grand institut, ça revient à peu près à 2 années de salaire d'un fonctionnaire moyen. L'un des moteurs du développement de l'enseignement supérieur, il y a disons 10 ans ou 15 ans, c'était l'espoir pour les Indiens d'obtenir une carte verte aux États-Unis. Et si vous regardez le nombre d'Indiens qui sont professeurs dans les grandes universités américaines, en particulier en informatique, c'est tout à fait étonnant. Depuis 4 ou 5 ans, les Indiens qui sont dans ces établissements d'enseignement supérieur ne pensent plus aller aux États-Unis. Enfin, il y en a encore beaucoup qui y vont, mais espèrent faire une carrière en Inde. Et beaucoup de professeurs indiens qui étaient aux États-Unis ou en Grande-Bretagne reviennent au moins partiellement en Inde. Le changement est tout à fait clair. Le pays est désormais considéré par les Indiens eux-mêmes comme un pays développé du point de vue de la recherche et du point de vue des salaires. La deuxième chose, c'est qu'il y a 3 ou 4 ans, l'un des collègues avec lesquels je travaille beaucoup et qui était invité au Collège de France, qui avait été pendant 4 ans vice-chancelier de l'université Nehru de Delhi, qui avait été pendant 3 ans chancelier de l'université du Rajasthan, a fait 4 cours ici sur la réforme des universités indiennes. Il y avait 5 personnes pour l'écouter, moi y compris. Alors je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire pour l'Inde. Monsieur Livage, qui a beaucoup travaillé avec nos collègues indiens, pourrait en parler, mais il a préféré parler du Maroc. D'accord. Je voudrais dire quand même dire 2 choses avant de démarrer sur le Maghreb. Comme l'a souligné Marc, l'Inde est un pays de contraste. Et c'est vrai que quand on y va et que l'on voit les instituts scientifiques, sciences ou technologies, le niveau est tout à fait comparable et compétitif avec ce que l'on peut avoir en Europe ou aux États-Unis. Par contre, si on va par exemple à Bangalore dans l'université, là, les moyens sont quand même vraiment beaucoup plus faibles et je dirais comparables peut-être à ce que l'on trouve au Maghreb. Le deuxième point, on n'a pas du tout parlé de la Chine, mais il y a sur la Chine quelque chose qui me paraît intéressant et original. Vous avez beaucoup de Chinois qui sont expatriés et qui ont des postes de professeurs dans les universités européennes ou américaines. Mais ce qui est original, c'est que la plupart de ces professeurs ont aussi un laboratoire en Chine. Ils sont aussi professeurs en Chine et ils vont passer 1 mois ou 2 tous les ans. Donc cette dualité où vous avez l'implantation à l'extérieur, on pourrait penser que ce sont des réfugiés politiques, etc. Il y a des liens extrêmement forts avec leur pays d'origine. Ça, c'est quelque chose qui me paraît original. Bien, je passe sur le Maghreb. Alors le Maghreb, c'est tout à fait différent de l'Inde. Contrairement au problème de l'Inde, on n'ignore pas le Maghreb. On a même eu des relations avec le Maghreb extrêmement étroites. Ça peut être à la fois positif et négatif. Mais en particulier, le problème des pays du Maghreb, c'est pas du tout celui de l'Inde, de la Chine ou du Brésil. Ce sont pas des pays émergents. Le problème, c'est de savoir s'ils vont pouvoir rester dans la course, dans la compétition mondiale, je dirais scientifique et technologique, dont dépend bien évidemment le niveau économique d'un pays. Il n'est pas question, pour le moment, qu'ils soient tête dans les pays développés au point de vue scientifique. Donc c'est ça qui est le vrai problème. Et si vous regardez ici, j'ai mis quelques informations. Les universités qui arrivent en tête dans le classement de Shanghai au Maghreb sur les universités tunisiennes, vous voyez que le classement, c'est entre 6 000 et 7 000. Je crois qu'en France, la première université, ça doit être le classement 40. Donc vous voyez qu'il y a un retard extrêmement important de tous ces pays-là. Et leur problème, ça va être de rester dans la compétition. Pour prendre un exemple qui m'a surpris, c'est que mes collègues maghrébins ne sont pas capables d'enseigner les sciences en arabe, dans leur langue natale. Sans doute pourquoi ? Parce que pendant le développement scientifique du XIXe siècle, il ne s'est pas fait en arabe, y compris dans les pays du Maghreb. Et par conséquent, vous voyez qu'il y a vraiment un gap à franchir.
Bien, alors je passe au pays du Maghreb, et je vais regarder rapidement les 3 pays du Maghreb, et plutôt faire part de mon expérience de scientifique et des collaborations que j'ai pu avoir avec les pays du Maghreb. Alors il faut bien voir que tous ces pays-là ont acquis leur indépendance il y a à peu près un demi-siècle, une 50aine d'années, et que c'est depuis ce temps-là qu'il a fallu qu'ils forgent leur politique nationale de développement scientifique et économique, etc. J'ai mis quelques mots ici pour vous montrer. La première université, je dirais, marocaine qui a été établie, c'était à peu près il y a une 50aine d'années, l'université Mohamed V à Rabat. Et au Maroc, c'est un pays de tradition. Un pays de tradition, et comme vous le savez, l'islam a été à une période de gloire, où, y compris sur le plan scientifique, il y a quelques siècles, sur le plan de la médecine, de l'algèbre, etc., et un petit peu ce sentiment de retrouver la gloire passée. Mais la gloire passée, c'est un peu de la nostalgie, c'est pas non plus aller de l'avant. Donc il y a eu toujours ce dilemme dans ces pays-là, c'est retrouver la gloire passée ou se tourner vers l'avenir. Et ça a été un petit peu lent parfois de faire ce changement-là. En plus, si vous voulez, dans les conditions où ils étaient, le problème des universités, c'était pas tellement de faire de la recherche scientifique, d'être compétitif, etc. C'était surtout de former des cadres de l'enseignement et des cadres techniques pour les industries, pour la fonction publique, etc. Donc vous avez ici quelques chiffres qui correspondent à ce qui existe actuellement au Maroc. Le résultat quand même, pour le moment, il n'y a pas eu un développement extraordinaire du Maroc. La production mondiale, la production scientifique, c'est de l'ordre de 1%, mais vous voyez que la croissance de l'ordre de 10%, c'est-à-dire qu'il y a un réel effort qui se fait. Alors si je parle un peu des collaborations qu'on a pu avoir avec le Maroc, je dirais qu'on a eu beaucoup de thésards marocains, il y a quelques années, surtout qu'il y avait des systèmes de bourse extrêmement favorables. Le problème, en général, c'est que les étudiants sont bons, mais quand ils retournent dans leur pays, je dois dire que ce qu'ils font scientifiquement, c'est pas extraordinaire. Ils regardent en général le sujet qu'ils avaient en France, mais qui n'a pas forcément d'intérêt pour le Maroc. Et les moyens de la recherche sont pas extraordinaires, donc les liens ont tendance plutôt à s'affaiblir progressivement. Deuxième pays dont je parlerai, mais que je ne connais pas pour n'y avoir pas été, c'est l'Algérie. Alors l'Algérie, c'est évidemment un cas un peu particulier. L'histoire de l'Algérie a été en partie douloureuse. Il y a eu l'intégrisme islamique, etc. Ce qui fait que le développement scientifique de l'Algérie et les collaborations même de l'Algérie avec la France ont été quand même relativement faibles. Il y a un passé qui est parfois un petit peu difficile à avaler. Mais il y a quand même actuellement un effort important. Vous voyez que j'ai marqué un petit peu l'effort qui est ici. Je dois dire que du côté algérien, les collaborations ont été très très faibles. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis une dizaine d'années, les Algériens reviennent, j'en parle bien sûr des scientifiques, des professeurs, maîtres de conférences des universités, reviennent dans les laboratoires français, essayent de renouer des liens. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont surtout des femmes, professeurs, qui font cela. Il faut bien dire qu'au temps de l'intégrisme islamique, la situation d'une femme à l'université, c'était pas quelque chose de très facile. Et j'arrive à la Tunisie. La Tunisie, c'est pour moi quand même, dans le Maghreb, le pays qui a actuellement le plus de dynamisme sur le plan scientifique et économique. Alors j'ai mis ici quelques chiffres. Vous voyez simplement qu'il y a une évolution du nombre de chercheurs qui n'est pas négligeable, qui est constante. Vous avez aussi les domaines dans lesquels se trouvent ces chercheurs, et vous voyez que les domaines, je dirais, purement scientifiques sont quand même non négligeables en quantité. Pays tourné vers l'avenir, j'ai signalé que le classement de Shanghai n'était pas extraordinaire, mais si vous regardez quand même la production scientifique tunisienne, vous voyez qu'elle a augmenté, elle a été multipliée par 4 en quelques années, en une petite dizaine d'années, et que si on regarde le monde africain arabe, la Tunisie se place quand même en 3e position, derrière l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc c'est quand même un des pays, le pays du Maghreb, qui dans ce domaine-là évolue de plus en plus rapidement. Alors peut-être pour une raison déjà, c'est qu'il y a un effort important fait vers l'alphabétisation, c'est-à-dire vers le fait d'envoyer les enfants à l'école. Marc a souligné qu'en Inde, c'était quand même un handicap sérieux d'avoir un pourcentage de la population qui était peu alphabétisée. Vous voyez que même sur le plan, je dirais, des applications, c'est-à-dire des brevets, il y a ici un effort incontestable qui a été fourni.
Intéressant, c'est pas simplement le nombre de citations sur la production scientifique, mais c'est aussi comment elle est reçue. Et ça, c'est le nombre de citations. Donc vous voyez que les publications scientifiques tunisiennes sont de plus en plus prises en compte, lues avec intérêt par les scientifiques du monde entier. Ça, c'est le financement, bien évidemment, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'évolution. C'est pas un financement qui croît de façon rapide, mais vous voyez quand même qu'au cours des 10-15 dernières années, il y a eu un décrochement de ce côté-là. La science tunisienne s'appuie bien évidemment sur des universités, c'est ce que j'ai écrit ici. Ce qui est intéressant, alors peut-être par rapport aux autres universités du Maghreb, c'est la chose suivante. J'avais signalé que l'université Maghreb, c'était surtout pour former des cadres de l'enseignement et des cadres techniques, pas tellement des chercheurs. Ça n'est plus le cas en Tunisie. Je veux dire par là que la carrière d'un enseignant, enfin d'un universitaire au Maroc, dépend essentiellement de son enseignement, je dirais même aussi de ses liens politiques. En Tunisie, la carrière scientifique d'un chercheur de l'université dépend aussi de la recherche. Je dirais c'est presque l'inverse de la France, où la carrière d'un enseignant ne dépend que de la recherche et pas tellement de son enseignement. Là, ça dépend aussi de la recherche et de l'enseignement. Et, chose intéressante pour des pays tels que le Maghreb, les chercheurs enseignants ont la possibilité d'être détachés, on l'a aussi en France, pendant un certain temps pour se consacrer à la chaire, voire pour être consultants, conseillers dans des industries. Donc, recherche de développer la recherche et les liens avec l'industrie. Alors, il y a aussi des établissements publics de recherche. Vous connaissez bien évidemment l'Institut Pasteur, qui a été créé il y a plus d'un siècle là-bas. Mais vous avez aussi tout un tas d'instituts. Je pense que la diapositive suivante vous indique les instituts publics de recherche qui ont été créés. Et j'ai simplement écrit en rouge ceux qui avaient un caractère scientifique ou technologique. Alors, bien évidemment, il y a des problèmes liés aux spécificités du pays du Maghreb, l'eau, l'agriculture, l'énergie, etc. Mais vous voyez qu'il y a aussi même du côté des sciences et des technologies nucléaires. Point important, c'est cette ouverture de l'université vers la recherche fondamentale, vers l'application, vers l'industrie et la création des technopoles en Tunisie. Alors technopoles, vous voyez immédiatement ce que c'est des rassemblés sur un même site de la recherche fondamentale, de l'industrie et de la production. Et déboucher sur des pépinières d'entreprises. Et vous voyez que le nombre de pépinières d'entreprises augmente, lui, de façon très rapide. Alors voilà les technopoles qui sont actuellement soit construites, soit en cours, et vous voyez en même temps sur quels thèmes ils sont placés, biologie végétale, pharmacie, biologie, donc communication, information, informatique, etc., etc. Et alors ça, c'est quelque chose qui est assez bien réparti, c'est-à-dire que c'est une politique qui fait que ces sortes de technopoles sont répartis de façon relativement harmonieuse, bien sûr, plus du côté de Tunis et du nord de la Tunisie que du côté du désert, mais sont répartis de façon assez homogène à l'intérieur du pays. Et c'est la dernière diapositive. Bien évidemment, il y a des relations privilégiées entre la France et le Maghreb. J'ai dit, il y a une histoire commune, il y a la langue. J'ai souligné que mes collègues arabes ne enseignaient pas en arabe. Ils enseignent en français, ils enseignent toujours en français, donc la francophonie, c'est quand même, pour nous, sur le plan politique, je crois, quelque chose d'extrêmement important. Alors, si je regarde un peu le développement, il y a une trentaine d'années, les étudiants Maghreb venaient en France faire leur thèse, et j'ai dit, repartaient ensuite, garder leur sujet, plus ou moins de lien avec le pays, avec le laboratoire de français, puis ça a tombé assez vite. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des thèses et donc des recherches se font maintenant in situ. Alors je parle essentiellement de la Tunisie, c'est avec des liens bien sûr avec la France, mais vous avez beaucoup maintenant de thèses en co-tutelle et de Tunisiens qui restent en Tunisie pour développer l'aspect scientifique. Alors il y a des accords possibles, bien sûr, des financements possibles avec le CNRS, avec les ministères des Affaires étrangères. Donc je crois qu'il y a là des possibilités de coopération entre nos deux pays, je ne parle pas de l'union des pays méditerranéens, mais qui me paraît important de garder des liens très forts que l'on a déjà et qu'il faut conserver par rapport à la compétition internationale. C'est-à-dire qu'ils ont évidemment tendance à peut-être aller maintenant dans des pays anglophones, ne serait-ce que pour apprendre l'anglais. Et je crois qu'il faut garder un œil extrêmement attentif sur cette affaire-là. Et il ne faudrait pas que ces pays décrochent. Il y aura déjà d'autres pays d'Afrique qui
n'arriveront pas à suivre la course, mais il faudrait que ces pays-là ont une chance de pouvoir rester dans la course. Voilà. Je vous remercie beaucoup et comme nous n'avons que 5 minutes de retard, je me permets 2 minutes de commentaires. J'ai demandé, parce que c'était à l'ordre du jour, à 2 collègues des sciences dites dures de commenter ce qui se passait dans ce domaine. Je n'ai pas parlé des sciences humaines. Je vais vous en dire 2 mots. Les sciences humaines, pour ce qui concerne l'Inde, ont une coopération très ancienne et qui continue. Mais ce qui s'est passé et qui va dans le sens de ce qu'a dit Marc Fontcave, c'est un renversement complet des valeurs en Inde. Dans les années 50, l'Inde était fière d'une intelligentsia en sciences humaines tout à fait extraordinaire. Je ne vous citerai pas des noms de philosophes ou de sociologues. Je vous dirai simplement que l'un des membres de cette intelligentsia, c'est par exemple quelqu'un comme Salman Rushdie. Et il y a eu toute une série. Et il y a depuis environ une dizaine d'années, il y a encore des gens très intelligents en Inde, des gens qui ont beaucoup lu, des gens qui ont beaucoup réfléchi, mais le système des valeurs a complètement basculé et l'Inde cherche à se développer économiquement et les Indiens cherchent des emplois qui rapportent de l'argent. Et donc, l'intelligentsia indienne si brillante des années 50, même si elle se continue, elle est par rapport aux nouvelles valeurs du pays en voie de retrait. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne le Maghreb, dont je ne suis pas du tout un spécialiste, en sciences humaines, évidemment, les choses sont peut-être un peu moins sombres que ce que l'a dit mon collègue Livage. Nous avons des collègues tunisiens, algériens, marocains qui sont de très très grande valeur et des coopérations, par exemple en archéologie, qui se déroulent très bien. L'un de mes collègues au Collège de France, le professeur Scheid, fouille en Tunisie, mais fouille avec des collègues tunisiens qui viennent ici. Il y a des membres tunisiens de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est une vieille tradition qui, de temps en temps, est encore entachée un peu de colonialisme, mais il y a une coopération d'égal à égal et cela fonctionne assez bien. Mais là aussi, il y a un renversement des valeurs. La France, qui était fière de sa francophonie littéraire il y a 30 ans, et ces pays qui étaient fiers également d'en faire partie, maintenant s'intéressent beaucoup plus au développement économique et à la lutte contre la pauvreté. C'est ce changement-là que nous avons beaucoup de mal à mesurer, surtout si, comme moi, on est dedans tous les jours.